On se lance dans une analyse assez percutante aujourd'hui. On a un article qui annonce carrément un adieu à Apple et macOS en 2025 pour Linux et Windows. C'est plutôt radical comme décision. Ah oui, c'est un choix audacieux, disons. Ça nous amène à réfléchir à l'équilibre entre le confort et la liberté dans le monde numérique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive un tel départ d'un écosystème si populaire? L'auteur utilise une métaphore assez forte. Il parle de prison dorée pour décrire l'écosystème d'Apple. Il critique le manque de choix de matériel, les réparations qui coûtent un bras et cette sensation d'être enfermé dans la manière de faire d'Apple. Oui, cette image de la prison dorée, elle est parlante. Apple, c'est vrai, a toujours privilégié la simplicité et la fluidité pour l'utilisateur, quitte à limiter les options de personnalisation. C'est un débat qui revient souvent. Jusqu'où simplifier la vie des utilisateurs sans pour autant sacrifier leur liberté. Par exemple, l'auteur regrette de ne pas pouvoir vraiment personnaliser macOS, d'être coincé avec les Mac et de devoir utiliser des services comme iCloud. On dirait qu'Apple contrôle chaque aspect de son expérience numérique. Ce qui est intéressant, c'est que cette critique, elle vient d'un utilisateur Apple de longue date. Il a visiblement apprécié cet écosystème pendant un moment, mais il ressent maintenant le besoin de s'en détacher. Il est prêt à sortir des sentiers battus, aller au-delà de cette prison dorée. Qu'est-ce qui le pousse à faire ce saut, d'après vous? Je dirais que le maître mot, c'est la liberté. Il aspire à contrôler davantage son expérience informatique, non. Tout à fait. Il est attiré par la liberté de choisir son matériel, d'installer les logiciels qu'il veut, de personnaliser son interface jusque dans les moindres détails. Linux, avec son approche open source, incarne parfaitement cette philosophie. Ah oui, Linux, mais le système d'exploitation des hackers et des geeks. Mais est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? C'est vrai que Linux avait cette réputation, mais les choses ont bien changé. Aujourd'hui, il existe des versions de Linux qu'on appelle distributions, qui sont très conviviales, comme Ubuntu par exemple. Ubuntu, ça me dit quelque chose. C'est celui qui a un logo orange, si je me souviens bien d'idée. Exactement. Ubuntu, c'est une excellente porte d'entrée dans l'univers Linux. Il est facile à installer, à utiliser, et il propose une grande variété de logiciels. Donc, on peut passer d'un Mac à un PC avec Ubuntu sans trop de problèmes. Il y aura forcément une période d'adaptation. Certaines choses sont différentes sous Linux, mais avec un peu de patience, la transition est tout à fait possible. Et en plus, on fait des économies. L'auteur souligne que les produits Apple sont souvent chers, à l'achat comme pour les réparations. Linux et Windows, c'est une alternative plus abordable. Oui, c'est un argument important. Avec Linux, le système d'exploitation est gratuit et il existe beaucoup de logiciels libres et gratuits aussi. Et pour Windows, on a beaucoup plus de choix en matière de matériel, donc on peut trouver des configurations à des prix plus intéressants. On a donc cette double promesse de liberté et d'économie. Plutôt tentant. Mais y a-t-il des inconvénients à abandonner Apple? Est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Il faut savoir faire des compromis. Linux, même s'il est devenu plus facile à utiliser, reste plus complexe que macOS. Il faut être prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis, à apprendre de nouvelles choses, à résoudre des problèmes techniques. C'est un peu intimidant, non? On n'a pas tous envie de devenir des experts en informatique. Heureusement, il y a une grande communauté autour de Linux, toujours prête à aider les nouveaux venus. On trouve plein de forums, de tutoriels, de sites web dédiés à Linux. Il ne faut pas hésiter à demander de l'article. Bon, on reprend notre analyse de l'article. On a vu que l'auteur, il est attiré par la liberté que promettent Linux et Windows. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Commençons par Linux. L'auteur, il insiste sur la possibilité de personnaliser son système d'exploitation dans les moindres détails. On peut choisir son environnement graphique, modifier la gestion des fichiers et même bidouiller le noyau du système pour les plus aventureux. C'est un des grands atouts de Linux, cette flexibilité incroyable. Il existe des centaines de distributions Linux, chacune avec ses particularités, sa philosophie. On peut choisir celle qui nous correspond le mieux. Et il ne faut pas oublier que Linux est open source. Le code source, il est accessible à tous. On peut le modifier, le redistribuer librement. C'est une philosophie qui encourage la collaboration, le partage des connaissances, l'innovation. Tout à fait. Et cette ouverture, elle se traduit aussi par une grande diversité de logiciels disponibles, souvent gratuits et de très bonne qualité. On trouve des alternatives libres à presque tous les logiciels propriétaires qu'on utilise au quotidien. Pour l'auteur, Linux, c'est la liberté absolue, le nec plus ultra de la personnalisation et du contrôle. Mais cette liberté, est-ce qu'elle a un prix? Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts? Soyons honnêtes, Linux, c'est pas toujours aussi simple à prendre en main que macOS ou Windows. Il faut être prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis, à lire de la documentation, à résoudre des problèmes techniques. C'est pas forcément un système d'exploitation pour les débutants. L'auteur ne se limite pas à Linux, il parle aussi de Windows comme alternative à Apple. Qu'est-ce qui le motive à choisir Windows maintenant? Windows, même si ça reste un système propriétaire, eh bien, il offre plus de liberté de choix en matière de matériel. On n'est pas limité à la gamme restreinte, et souvent chère, d'Apple.
On peut choisir un ordinateur qui correspond à notre budget, à nos besoins, sans faire de compromis. Et il y a aussi la question de la compatibilité logicielle. Windows, ça reste la plateforme dominante pour les jeux vidéo et beaucoup de logiciels professionnels. Effectivement. Et même si Windows n'offre pas le même niveau de personnalisation que Linux, on peut quand même le configurer, l'adapter à ses préférences. Modifier l'interface, installer des thèmes, ajouter des fonctionnalités. Donc, on a d'un côté Linux, le champion de la liberté et de la personnalisation, qui demande un certain investissement en temps et en effort. Et de l'autre côté, Windows, plus accessible, plus compatible, mais qui reste un système propriétaire. L'auteur ne choisit pas l'un ou l'autre. Il envisage de les utiliser conjointement, en fonction de ses besoins. C'est une approche pragmatique qui montre qu'on n'est pas obligé de choisir un camp. C'est intéressant ça. On peut imaginer qu'il va utiliser Linux pour ses activités quotidiennes, la navigation web, la rédaction de documents, la programmation, et qu'il gardera Windows pour les jeux vidéo et les logiciels spécifiques à son travail. Exactement. Cette flexibilité est permise par les progrès de la virtualisation. On peut facilement installer plusieurs systèmes d'exploitation sur un même ordinateur et passer de l'un à l'autre en quelques clics. L'auteur mentionne un autre avantage de Linux et Windows, c'est la réduction des coûts. Il critique les prix élevés des produits Apple, à l'achat comme en termes de réparation. Oui, c'est un argument important, surtout en ce moment. Avec Linux, le système d'exploitation est gratuit et on trouve plein de logiciels libres et gratuits aussi. Avec Windows, le coût initial du système, il est souvent inclus dans le prix de l'ordinateur et on peut trouver du matériel compatible à des prix très compétitifs. Et il ne faut pas oublier le coût des réparations. Les produits Apple, ils ont la réputation d'être difficiles à réparer et les pièces détachées sont souvent chères. Avec Linux et Windows, on a plus de choix pour les réparations et les pièces sont généralement plus accessibles. Donc sur le plan économique, Linux et Windows, ils offrent un avantage certain par rapport à Apple. On peut s'équiper et entretenir son matériel à moindre coût, sans sacrifier la performance ni la qualité. Si on résume, l'auteur il est attiré par Linux et Windows pour leur liberté, leur flexibilité, leur coût réduit et leur résistance à l'obsolescence programmée. Mais est-ce que ce sont les seuls arguments en faveur de ces systèmes? Non, il y a aussi un aspect communautaire très important. Autour de Linux en particulier, il existe une communauté active, passionnée, toujours prête à aider les nouveaux venus, à partager ses connaissances. Et cette communauté, elle est très sensible aux questions de respect de la vie privée, de liberté individuelle. Beaucoup d'utilisateurs de Linux ils se méfient des géants de la technologie. C'est vrai, dans l'univers Linux, on trouve une grande variété d'outils, de solutions pour protéger sa vie privée, chiffrer ses communications, naviguer sur Internet de manière anonyme. Si on cherche une alternative à Apple, Linux et Windows, il semble offrir une combinaison assez séduisante de liberté, de flexibilité, d'économie et de respect de la vie privée. Mais l'auteur, il ne se contente pas de vanter les mérites de ces alternatives. Il pointe aussi du doigt un problème qui le préoccupe particulièrement chez Apple: l'obsolescence programmée. Absolument. Il accuse Apple de rendre ses anciens appareils obsolètes, soit en limitant les mises à jour logicielles, soit en réduisant les performances au fil du temps. C'est une accusation grave et qui n'est pas sans fondement. On a tous connu cette frustration d'un iPhone ou d'un Mac qui devient tout d'un coup lent après une mise à jour. On a l'impression qu'on nous pousse à acheter le dernier modèle pour retrouver une expérience fluide. C'est un phénomène préoccupant, d'autant plus qu'il a un impact écologique important. La production et le recyclage des appareils électroniques, ça génère beaucoup de déchets, ça consomme des ressources précieuses. Alors comment Linux s'inscrit-il dans cette problématique de l'obsolescence programmée ? Linux a l'avantage d'être un système très flexible qui peut fonctionner sur une large gamme de matériel, y compris des machines plus anciennes. De plus, la communauté open source, elle s'efforce de maintenir et de mettre à jour les logiciels pendant longtemps, ce qui permet de prolonger la durée de vie des appareils. Donc avec Linux, on a plus de chances de garder son ordinateur plus longtemps sans être obligé de le remplacer trop vite. C'est une des promesses de Linux et c'est un argument qui séduit de plus en plus d'utilisateurs qui sont sensibles à l'impact environnemental de leur choix technologique. Mais si on parle de liberté, il faut aussi parler des logiciels et des services. L'auteur critique la dépendance à l'écosystème Apple, notamment à iCloud et à l'App Store. Effectivement, l'App Store en particulier, il impose des restrictions sur les applications disponibles et Apple prend une commission sur chaque vente. Ça peut limiter le choix des utilisateurs, freiner l'innovation. Sans parler du stockage des données dans le cloud, l'auteur se méfie d'iCloud, il préfère garder le contrôle de ses fichiers en les stockant localement ou en utilisant des services alternatifs. C'est une préoccupation légitime.
La centralisation des données dans les mains de quelques géants de la technologie, ça soulève des questions importantes sur la vie privée, la sécurité, la liberté individuelle. Alors, que propose-t-il comme alternative à iCloud et à l'App Store? Est-ce qu'il existe des solutions pour se libérer de cette dépendance? Linux, il offre une multitude de solutions open source pour le stockage de données. La gestion des applications, on peut par exemple utiliser Nextcloud pour synchroniser ses fichiers entre ses appareils ou installer des logiciels directement depuis les dépôts de sa distribution Linux. C'est donc un véritable changement de paradigme. On passe d'un écosystème fermé, centralisé, à un univers ouvert, décentralisé, où l'utilisateur a plus de choix, plus son contrôle. Mais est-ce que ce changement, il est facile à réaliser le jour? Est-ce que tout le monde est prêt à quitter le confort d'Apple pour se lancer dans cette aventure? C'est la question qu'on va explorer dans la troisième partie de notre discussion. On va se pencher sur les défis et les opportunités qui attendent ceux qui choisissent de quitter le navire Apple pour voguer vers de nouveaux horizons. On arrive à la dernière étape de notre analyse. Après avoir vu les motivations de l'auteur et les avantages de Linux et Windows, parlons des défis que représente ce changement. Quitter Apple, c'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, hein. C'est sûr. Abandonner l'écosystème Apple, c'est un peu comme quitter sa zone de confort. Il y a des obstacles à franchir, des habitudes à changer, des compromis à faire. Par où on commence à Valls? Quels sont les premiers défis quand on quitte Palace? Le premier défi, c'est la courbe d'apprentissage. Comme on l'a dit, Linux, c'est pas aussi intuitif que macOS. Il faut être prêt à investir du temps, des efforts pour comprendre comment ça marche, apprendre de nouveaux outils, résoudre des problèmes techniques. On m'a toujours dit que Linux, c'est pour les geeks. Faut vraiment être un expert en informatique pour l'utiliser. Pas nécessairement. Linux, il a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a des distributions comme Ubuntu qui sont conçues pour être accessibles aux débutants. Mais bon, faut avouer qu'il y a une période d'adaptation. Certaines choses fonctionnent différemment sous Linux. Un peu comme apprendre une nouvelle langue, j'imagine. Exactement. Au début, on est un peu perdu, on fait des erreurs, mais avec un peu de patience, de persévérance, on finit par maîtriser les bases et apprécier la richesse de cette nouvelle langue. Et puis, heureusement, la communauté Linux est très active, très accueillante. Il y a plein de tutoriels, de forums, de groupes d'entraide pour accompagner les nouveaux. Ah oui, la fameuse communauté Linux, on en entend beaucoup parler. C'est une sorte de club de passionnés qui s'entraident, c'est ça? Oui, c'est une bonne description. La communauté Linux est très soudée. Les gens partagent leurs connaissances, s'entraident pour résoudre les problèmes. C'est une ressource précieuse pour ceux qui débutent. L'auteur parle aussi de la compatibilité logicielle. Même si Linux propose beaucoup de logiciels libres, il y a encore des applications propriétaires qui n'existent pas sous Linux, ou qui fonctionnent moins bien. C'est un frein pour certains, non? Oui, c'est vrai, notamment pour certains jeux vidéo, des logiciels professionnels très spécifiques. Mais là encore, il y a des solutions. On peut utiliser une machine virtuelle pour faire tourner Windows sur Linux, ou utiliser des services en ligne pour accéder à ces applications depuis n'importe quel système. Ça rassure de savoir qu'on n'est pas complètement coupé du monde Windows si on passe à Linux. Mais un autre point qui me préoccupe, la dépendance à l'écosystème Apple. Quand on utilise iCloud, l'App Store, tous les services d'Apple, ça doit être difficile de s'en extraire. On est un peu attaché à Apple par des fils invisibles. C'est une image qui parle. Quitter Apple, c'est un peu comme déménager d'une ville où tout est à portée de main, vers une campagne où il faut tout reconstruire. Faut trouver de nouvelles solutions pour stocker ses fichiers, gérer ses photos, synchroniser ses données. C'est un défi, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité? C'est-à-dire... C'est l'occasion de prendre conscience de l'emprise des géants du numérique sur nos vies et de choisir des alternatives qui respectent mieux notre vie privée, notre liberté. Concrètement, ça veut dire quoi? Quelles alternatives pour se libérer de cette dépendance? On peut choisir des services de stockage en ligne qui chiffrent nos données, comme Nextcloud, utiliser des navigateurs qui bloquent les pubs, comme Firefox, installer des systèmes d'exploitation mobile qui ne collectent pas nos données personnelles, comme LineageOS. Il y a plein d'alternatives, souvent open source et gratuites, qui permettent de reprendre le contrôle de nos données et de nos appareils. C'est passionnant. On découvre un nouveau monde où la technologie est au service de l'utilisateur, et pas l'inverse. Mais est-ce que ce monde, il est accessible à tous? Ou bien est-ce que c'est réservé aux experts? Pas du tout. C'est une question de choix, de volonté, de curiosité. Il y a une courbe d'apprentissage, c'est vrai. Mais la communauté est là pour aider. Les ressources sont nombreuses. L'important, c'est de se lancer, essayer, explorer. Et qui sait, vous découvrirez peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. On arrive au bout de notre analyse de cet article, qui nous a fait réfléchir à notre relation avec la technologie. On a vu les arguments de l'auteur
pour Linux et Windows, on a pesé le pour et le contre, on a exploré les défis et les opportunités. Alors, quel message vous voulez laisser à nos auditeurs Emoy? Le message, c'est que le choix vous appartient. Laissez pas enfermer dans un écosystème, même s'il est confortable. Soyez curieux, explorez, posez-vous des questions. Et surtout, n'ayez pas peur de faire vos propres choix en fonction de vos besoins, de vos valeurs. La technologie doit être un outil au service de l'homme, et pas le contraire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.